Bonjour à tous, merci de votre présence. En bref préambule, pour introduire cette thématique des données de vie réelle, avant de laisser la parole au docteur Marc Buise, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Lyon au Forum du Clara. Alors Marc Buise, c'est une sommité internationale dans la méthodologie de la recherche clinique, particulièrement en oncologie. C'est près de 400 publications dans Medline. Et notre responsable dans mon équipe de l'unité de biostatistique, une expression qu'elle emploie souvent, et elle dit c'est clair comme du Buise. Donc voilà, donc on est très content de l'avoir. Quand c'est moi qui lui explique quelque chose, elle comprend généralement pas. Elle est là. Voilà. Donc merci Marc de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui pour challenger cette thématique des données véritées. Alors, quand on parle de données de vraie vie, ça fait un petit peu vraie vie, vrai gens, un petit peu café du comptoir, comme ça. Néanmoins, ça correspond à une définition qui est simple. Hein. Il s'agit tout simplement de données recueillies en dehors des études cliniques interventionnelles et donc qui sont censées refléter l'expérience des patients au cours de leur prise en charge thérapeutique habituelle. Alors, deux exemples de sources de données de vraie vie. Hein. Tout d'abord, bien sûr, les bases de données hospitalières, hein, et tout d'abord les dossiers cliniques, biologiques, radiologiques des patients, qui sont généralement de plus en plus souvent informatisés dans les établissements hospitaliers. Et puis les données des pharmacies hospitalières, les données de prescription de chimiothérapie, prescription de thérapie ciblée, par exemple. Et puis la grosse base de séjour qui constitue le PNSI dans les hôpitaux. Un autre exemple de source de données de vraie vie, ce sont les bases administratives. Et en France, on a un bel exemple avec la grande base de la Caisse nationale d'assurance maladie, le SNIRAM, qui constitue un corpus très important de données cliniques et médico-économiques ciblant les bénéficiaires. Et je crois que c'est d'ailleurs une des bases administratives en termes de données de santé les plus importantes au monde. Au-delà de cette définition, quand on parle de données de vraie vie, on se rend compte qu'on aimerait bien pouvoir utiliser ces données pour évaluer l'impact des traitements, par exemple pour évaluer la survie en cancérologie. Et quand on veut faire cela, on est vite confronté au thème de comment prendre en charge des tiers facteurs, qui peuvent être des facteurs pronostiques très puissants de la survie en cancérologie, par exemple la mesure de l'état fonctionnel, de l'état général des patients, qui, vous le savez, est mesuré par une échelle qui s'appelle l'ICOG, Performance Campus. D'une part, parce qu'on ne maîtrise pas la façon dont ce critère se répartit entre les différentes modalités de traitement, et puis, d'autre part, parce qu'on ne maîtrise pas non plus la façon dont le médecin va utiliser ce renseignement pour décider de prescrire ou de ne pas prescrire une thérapie ou plusieurs thérapies face à un patient donné. Et donc, potentiellement, on est confronté à une situation de biais. Alors, globalement, les biais en vraie vie, c'est un petit peu les biais des études, enfin les biais classiques des études observationnelles, à savoir, donc, ce dont on vient de parler, le biais d'indication, plus largement le biais de sélection, voire d'autres types de biais comme les biais de suivi. Et Marc va vous parler, je pense, plus largement des méthodes de contrôle de biais qu'on peut utiliser dans ces études. La plus simple, c'est les méthodes multivariées que vous devez connaître, sans doute, les méthodes d'ajustement, qui visent à essayer de contrôler, du moins en partie, de gommer le bruit de fond du haut facteur de confusion dans les études observationnelles. Et puis, il existe des méthodes plus complexes. Donc, par exemple, les scores de propension. Calculer en score de propension, c'est tout simplement calculer la probabilité pour un patient donné de recevoir ou non telle ou telle modalité de traitement en fonction de caractéristiques connues présentes dans la base de données de vraie vie et dont on va essayer de servir en termes d'ajustement, d'appariement pour évaluer l'impact du traitement dans ces études en vie réelle. Puis Marc détaillera d'autres méthodes, comme les variables instrumentales. J'ai cité également la méthode quasi-essai, parce que Marc, une méthode que je trouve très élégante, que Marc a publiée en 2007 en GCO. Je sais que tu n'aimes pas ce terme de quasi-essai, Marc, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes pour la désigner. Simplement, il s'agit de reconstituer des conditions, on va dire, quasi expérimentales pour des études observationnelles.
quand vous faites le tour de la littérature sur ces méthodes de contrôle de biais dans les études observationnelles, beaucoup d'auteurs disent attention, ces méthodes surestiment l'effet traitement. Donc, arrivé là, on se dit c'est peut-être un peu compliqué d'utiliser ces données de vraie vie pour évaluer l'efficacité des traitements, d'autant plus que vous savez qu'on dispose en recherche clinique de l'arme absolue. L'arme absolue, c'est l'essai clinique randomisé, qui est au cœur du développement des nouvelles molécules en cancérologie comme dans d'autres pathologies. Vous savez que l'AMM, de l'autorisation de mise sur marché de ces nouvelles molécules, repose largement sur ces essais de phase 3, ces essais contrôlés, randomisés, en aveugle, tout simplement parce que c'est la méthodologie de référence pour déterminer l'activité biologique dans le traitement. Et c'est la méthodologie de référence parce que cette méthode ce design permet de porter un jugement de causalité sur le lien entre le traitement étudié et l'effet observé. Alors revenons quelques instants sur cette notion de causalité. La causalité, c'est tout simplement comment montrer que le médicament a un rôle causal sur le devenir du patient. Alors, théoriquement, comment on pourrait procéder ? Il faudrait prendre un patient et puis le cloner. Cloner son environnement médical, son environnement de suivi. Et puis, on suivrait le devenir de ce patient, le patient princeps ayant le traitement expérimental, et le patient cloné le traitement contrôle, et puis on essaierait de voir si le pronostic du patient qui a reçu le traitement expérimental est meilleur que son clone. Alors ça, on ne sait pas encore faire, ça viendra peut-être. Donc, bien sûr, on procède autrement, et on procède à l'échelle, bien sûr, d'une population. Et on va évidemment répartir les groupes de traitement, le traitement expérimental et le traitement contrôle, au niveau de cette population. On va faire une partition. Et vous le savez, pour réaliser cette partition, on fait confiance au tirage au sort, à l'allocation aléatoire, ce qu'on appelle la randomisation. Pourquoi ? Parce que cette méthode permet d'équilibrer tous les facteurs pronostiques, les facteurs de confusion, qu'ils soient connus ou inconnus, entre les deux bras de traitement. Et ainsi, quand on effectue le suivi des patients et qu'on s'interroge pour compter le nombre de succès avec le traitement expérimental par rapport au traitement contrôle, eh bien, on sera très à l'aise parce que si on a une différence observée, par exemple en faveur du traitement expérimental, on pourra attribuer ces différences uniquement à l'effet traitement expérimental et non pas à des différences de caractéristiques patients qui existeraient au départ. Bon, donc on est très à l'aise pour parler de causalité dans l'essai clinique randomisé, en théorie. Arrivé là, on se dit si l'essai clinique randomisé est le Graal absolu, l'arme absolue, à quoi bon continuer à parler de données de vraie vie ? Alors on peut quand même essayer de discuter. Est-ce que cet essai clinique randomisé constitue un véritable gold standard dans l'évaluation de l'efficacité des traitements en recherche clinique ? Revenons sur cette notion de causalité tout d'abord. En fait, les essais cliniques randomisés, notamment en oncologie, dévient un petit peu du plan d'expérience idéal, à savoir qu'on a souvent une absence d'aveugle. Vous savez, l'aveugle, c'est ce qui permet de maintenir la comparabilité initiale des patients tout au long de l'expérimentation dans l'essai clinique. De même, on a souvent des perdus de vue dans les essais cliniques. Et puis, troisième point, on a souvent un défaut d'observance, que ce soit du traitement expérimental ou du traitement contrôle dans les essais cliniques. Et ça peut affirmer un petit peu la démonstration de lien de causalité parfaite dans l'essai clinique randomisé. En deuxième point, c'est le caractère généralisable des résultats des essais cliniques. En effet, vous savez, quand vous prenez un protocole d'essai clinique en cancérologie, vous avez toute une flopée de critères d'inclusion et toute une flopée de critères de non-inclusion. Et par exemple, il faut qu'un patient ait une bonne fonction rénale, une bonne fonction cardiaque, une bonne fonction hépatique, il faut qu'il n'ait pas de diabète, il ne faut pas qu'il ait d'antécédents neurologiques, il faut qu'il soit dans la bonne tranche d'âge pour être inclus. Et on a donc une sélection assez drastique des patients dans les essais cliniques, ce qui fait que certains groupes de patients, les sujets âgés, les sujets qui ont des polypathologies, les sujets qui ont beaucoup de traitements concomitants, sont exclus de ces essais. Au point que certains auteurs parle de manière certes un peu caricaturale d'une population des patients dans les essais cliniques qui n'existe pas. C'est-à-dire que le médecin lambda n'en verra pratiquement jamais au cours de sa pratique. Il y a une étude qui montre que seulement 4%, par exemple, des patients peuvent être inclus dans les essais cliniques aux États-Unis.
En deuxième point, qui est un petit peu sur le même plan, c'est que si vous faites un essai clinique aux États-Unis avec une prise en charge en contexte de soins très particuliers, comment garantir que les résultats observés seront transposables sur une population japonaise, par exemple, avec là un système de soins et des conditions d'environnement médical très différentes. Et puis la pertinence du comparateur, parce qu'on sait que les industriels, dans les essais cliniques randomisés, en instant T, choisissent pas forcément le meilleur comparateur dans la situation donnée. C'est pour ça que certains auteurs ont développé, dès les années 70, notamment Daniel Schwartz, le concept d'essai pragmatique qui visait à réduire autant que possible l'ensemble de ces critères d'inclusion pour avoir des populations le plus représentatives possible de la population cible, avec une grande représentativité de l'hétérogénéité des situations cibles. Et dans cet essai qui était randomisé, le traitement expérimental n'était pas comparé en contrôle choisi dans le plan d'expérience, mais c'est le médecin qui choisissait le comparateur du traitement expérimental, donc c'était des traitements usuels, et même on était, pour coller le plus possible à la réalité du traitement des patients, on essayait en situation d'absence d'aveugle, d'absence d'insu. Alors ce type d'essai est relativement peu utilisé, d'une part parce que les concepts statistiques qui le sous-tendent sont peut-être un peu complexes, et puis deuxièmement parce que quand vous faites choisir le comparateur par le médecin, en termes logistiques ça devient un peu compliqué, en termes de pharmacovigilance, etc., c'est un peu compliqué à mettre en place. Néanmoins, c'est une tentative conceptuelle intéressante. Deuxième point pour critiquer un petit peu, on va dire, la méthodologie parfaite des essais cliniques randomisés, le fait que la transposition des effets de traitement ne constitue pas un processus linéaire. C'est-à-dire que quand vous essayez de transposer à une nouvelle population les mesures d'efficacité issues de vos données d'essais cliniques, eh bien, ça peut donner une prédiction biaisée de l'impact des traitements. Et ainsi, comme indiqué sur cette diapositive, l'âge des patients ou d'autres caractéristiques de la population peuvent influencer le risque de base de faire un événement. Et donc l'effet de traitement peut donc être ou sous-estimé quand on applique donc, les résultats d'un essai à d'autres patients. C'est pour ça qu'entre l'efficacité, l'efficacy, celle qui est censée être estimée par l'essai clinique randomisé, et puis l'efficacité pragmatique, en anglais l'effectiveness, celle qu'on aimerait pouvoir isoler à l'échelle d'une population de vraie vie, on a souvent des différences dues à ces interactions liées d'une part à des facteurs liés à l'utilisation des traitements, la dose des traitements, la durée des traitements, la notion d'observance des traitements, ou à des facteurs liés aux caractéristiques des populations traitées, l'âge, le sexe des patients, des facteurs génétiques, des facteurs de risque, des facteurs de comorbidité, cause prescription, etc. C'est pour ça qu'on a quand même, on peut penser, une grande différence entre l'efficacité qui mesure l'activité biologique des traitements dans les essais cliniques randomisés et puis l'efficacité pragmatique qu'on souhaiterait individualiser dans les études en vie réelle. Alors au final, quelle place pour les données de vraie vie dans le développement de médicaments ? On pourrait imaginer qu'on pourrait les utiliser de manière intéressante tout au long du développement de la mise en place d'une nouvelle molécule, si vous voulez. D'une part, au niveau de la conception des essais, pour avoir un maximum de renseignements épidémiologiques sur la pathologie qu'on veut traiter, pour émettre des hypothèses sur le design des essais. On travaille à l'ère de la médecine de précision sur des sous-populations de patients avec des identifications de groupes répondeurs qui est souvent complexe, donc ça pourrait être intéressant. Plus tardivement, dans le développement d'une molécule au niveau des phases tardives d'essais cliniques et d'enregistrement, ça peut être intéressant d'estimer, alors peut-être des designs d'essais pragmatiques ou autres, l'estimation pragmatique de l'efficacité des traitements, et puis plus largement évaluer de manière un petit peu continue, une fois que le médicament a son autorisation de mise sur le marché, eh bien, le rapport bénéfice-risque et l'impact de l'arrivée d'une nouvelle molécule sur l'organisation et les parcours de soins. Et donc, on pourrait dire que les données de vraie vie peuvent avoir une utilité potentielle pour la prise de décision, pour évaluer la tolérance d'un nouveau traitement, voire même l'efficacité, ça c'est un peu plus discutable, et Marc en parlait beaucoup, je pense, sur le bon usage du médicament, les bonnes populations à traiter, etc., et la bonne utilisation des ressources du système de santé. En exemple, et là aussi Marc va y faire référence, c'est le programme ESME qui est mené par les 18 centres de lutte contre le cancer, la Fédération du cancer. L'idée, c'est de constituer une grande base de données nationales, hospitalières, en vie réelle, à partir de sources multiples, on va le voir,
pour évaluer non seulement la tolérance et les aspects médico-économiques, mais voire même l'efficacité de différentes stratégies thérapeutiques en oncologie, bien sûr, donc en conditions réelles d'utilisation. Et pour ça, c'est une étude qui constitue un recueil à la fois rétrospectif et prospectif de données, donc ambispectif. Et l'idée, c'est de mettre en commun des différentes bases de données, à la fois des bases de données structurées, celles du PMSI dont je parlais tout à l'heure, les bases séjour des patients, celles des données de prescription, qui sont les données des bases de données des pharmacies hospitalières, et puis des données non structurées qu'on va structurer, qui sont le dossier patient, dossier informatisé. Et là, on a un retour systématique sur le dossier patient informatisé pour récolter un maximum de données liées aux patients, les caractéristiques de la tumeur, les refus, de l'histologie, etc., les données de survie, etc. Et là, c'est la méthodologie des essais cliniques qui est globalement mise en place, c'est-à-dire qu'on envoie quand même des arcs dans tous les centres avec des notions de tirage au sort, de contrôle qualité, etc., etc. Et ça permet d'avoir des bases de données assez exhaustives de patients ou de patientes traités dans une situation donnée. Il y a un premier travail qui a été mené à partir de ces bases de données pour évaluer, voir si on pouvait évaluer, enfin estimer l'efficacité de la combinaison de l'Avastal, bevacizumab, par plus le paclitaxel par rapport au paclitaxel seul, dans les cancers du sein métastatiques HER2-, avec donc des données d'études observationnelles. Et Marc pourra en discuter les potentiels avantages, mais aussi bien sûr les limites. Pour terminer, avant-dernière diapositive, il y a quelque chose qui arrive et qui peut être très intéressant dans les données de vraie vie, c'est l'apparition des objets connectés. Aux États-Unis, il y a 58% de la population qui a téléchargé une application sur son smartphone en relation avec la santé, une application de santé, et les 2/3 de ces personnes consultent cette application au moins une fois par jour. Donc on se rend compte que ça peut modifier la façon dont on va faire de la recherche clinique avec un monitoring, on peut dire proactif, individuel, qui combinerait donc différents objets connectés, qui pourraient être adaptés à chaque cohorte ou sous-groupe de patients. Et on n'aurait plus besoin, dans les essais cliniques, d'utiliser, vous savez, tout le contrôle qualité, monitoring lourd qui alourdit considérablement le coût et la longueur des essais cliniques. On en discutait hier soir avec Marc, on pourrait même envisager des smartphones qui randomisent les patients dans les essais cliniques. Mais en tout cas, quand on parle d'études en données de vraie vie et données proches de la réalité de la vie du patient, je pense que ça a du sens de prendre le virage des objets connectés. En conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? À l'ère de la médecine, effectivement, dite de précision, d'oncologie, ça pourrait être intéressant d'envisager ces approches un peu plus flexibles pour mettre sur le marché des nouveaux traitements, en complément de l'essai clinique randomisé. De toute façon, les vraie vie ne visent pas à gommer tout ce qu'on a appris avec l'essai clinique, qui reste la meilleure méthode pour évaluer l'activité biologique d'un traitement. Et puis, la part donc, pragmatique de ces données de vie réelle et peut-être des données provenant des objets connectés pourrait potentiellement accélérer, modifier certaines prises de décision pour les autorités de santé, sous réserve qu'on ait des guidelines et des recommandations, notamment au niveau méthodologique, qui soient claires et qui nous permettent de dire qu'est-ce qui est recevable en termes de méthode, de qualité de données dans ces études de vraie vie, de niveau de preuve pour valider l'utilisation de données de vie réelle dans un dossier d'enregistrement. Et ça n'existe pas encore. Et je vais laisser Marc pour développer un petit peu ses limites, contraintes et peut-être avantages des différentes méthodologies dans l'analyse des données de vie réelle. Je vous remercie de votre attention.